à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Anne Monaroul. Je suis la fondatrice de l'école Vibre, qui est un centre de formation qui forme au métier de sophrologue, mais pas que, qui forme aussi les praticiens et les thérapeutes et coachs à développer leur activité. Mon parcours est plutôt un parcours autour du marketing. Pour moi, le marketing, c'est quelque chose de vrai. Ça peut être quelque chose de vrai tant qu'il est aligné. Je pense que dans le workshop précédent, vous avez entendu parler de ça. Quand il est aligné à ce qui nous sommes, à ce que nous sommes, quand on se sent complètement en phase et à l'aise avec les différentes actions et les différents discours, eh bien là c'est ok, là ça fonctionne. Souvent j'ai entendu des praticiens, thérapeutes qui me disaient ouais mais moi j'ai pas envie de me corrompre pour faire de l'argent, c'est pas du tout mon état d'esprit, et ça peut ne pas l'être. On peut faire du marketing sans être dans cette disposition-là. Au contraire, quand on est dans quelque chose de vrai et d'aligné, ben c'est là que ça fonctionne le mieux. Alors, je voulais vous faire part de deux phénomènes que j'ai pu observer quand j'ai accompagné et quand j'accompagne des praticiens thérapeutes. Donc, pour rappel, j'accompagne des coachs, des hypnothérapeutes, des sophrologues, des réflexologues, etc. Et donc, deux phénomènes observés. Le premier, c'est je veux un plan d'action tout de suite. Je me suis formée, j'ai déjà dépensé de l'argent, j'ai pris du temps et maintenant c'est bon, il faut que je puisse en vivre, donc c'est maintenant que je veux développer mon activité. Et qu'est-ce que vous me proposez comme plan d'action? Donc moi j'ai déjà pensé à créer une page Facebook, à aller voir tel médecin, etc. Et je veux communiquer sur moi. Ok, mais pour dire quoi? Donc ça c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est la question de la légitimité. C'est-à-dire, ok, je me suis formée, j'ai eu mon diplôme, mon attestation de formation. Vous voyez, elle est belle, elle est là. Donc c'est ok maintenant, c'est bon, je peux pratiquer, je peux demander 60 € pour une séance. Ah oui, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça de se sentir prêt, se sentir capable, se sentir légitime à accompagner, à finalement assumer le joli cabinet qu'on a mis en place, la belle décoration et le joli discours. C'est pas si simple de demander de l'argent pour une prestation. Donc on va parler de ça, hein, de ces deux sujets-là, qui sont à mon sens des questions majeures en fait, qui souvent sont liées à des pensées limitantes, mais finalement c'est pas grave, c'est pas le sujet qu'elles soient limitantes. Le sujet, c'est de faire en sorte d'insuffler le changement pour que vous vous sentiez bien et légitime à faire ce que vous faites pour pouvoir enfin développer votre activité et vous sentir serein. Donc d'abord, la question de la légitimité. Finalement, c'est d'abord avoir confiance pour ensuite se sentir légitime et pas l'inverse. Et donc, je vous invite à vous reconnecter. Si vous êtes là, c'est que soit vous vous êtes déjà formé, soit vous avez envie de vous former, soit vous êtes déjà en activité. Donc, je vous invite à vous reconnecter, à repenser au moment où vous avez décidé le changement. Au moment où vous vous êtes dit, j'arrête cette vie, j'arrête cette organisation-là, là, de faire 1 heure de route, j'arrête de faire ce qu'on me dit de faire. Et enfin, je pense à moi, je m'écoute et je fais ce que j'ai envie de faire, je fais ce qui m'anime, je fais ce qui me fait vibrer. Repensez à ça, à ce moment-là où vous avez à un moment les yeux qui se sont ouverts et où ça vous a éclairé, vous avez dit ok, ça c'est bon pour moi, c'est là où je vais, c'est mon chemin. Et repensez à ce que ça a créé en vous au niveau corporel. Souvent, en fait, notre langage corporel change quand on parle de ce qui nous anime. On est dans une posture moins avachie, un peu plus, on bombe un peu plus le torse, on a les yeux qui pétillent, qui commencent à se réveiller, etc. Hein. Après, voilà, le langage est propre à chacun, mais en tout cas, il y a quelques indices qui peuvent vous montrer comment vous avez réagi quand réellement vous vous êtes reconnecté à cette envie, à votre motivation profonde. Et puis, repenser à cette étape-là, ça permet aussi de repenser à, ok,
j'aurais voulu changer de vie, pour quelle raison? Donc ça va vous reconnecter à votre pourquoi, tout simplement. Et se reconnecter à son pourquoi, c'est déjà un vrai travail vers la légitimité. Ok, moi je suis complètement en conviction sur la question du sens, la question de l'accompagnement humain, la question de j'ai envie d'aider, j'ai envie d'œuvrer, et donc ça c'est une forme de légitimité. Ensuite, une fois que vous avez, vous pouvez l'écrire d'ailleurs, je vous invite à faire comme en sophrologie, d'être sur finalement la description de ses ressentis et de son parcours sur un cahier ou une feuille, un cahier de phénodescription. Donc voilà, l'idée c'est de se reconnecter à son pourquoi et de l'écrire sur un cahier de phénodescription par exemple, pour en avoir une trace. Une fois qu'on s'est reconnecté à cette motivation, à cette envie, je vous invite à revenir au moment où vous avez choisi votre pratique. Ok, je vais accompagner les autres, mais quelle pratique? Est-ce que j'ai envie d'être dans une posture de soin, une posture finalement de transmission et donc d'autonomie vers le mieux-être? Est-ce que j'ai envie d'être dans la parole? Est-ce que j'ai envie d'être dans le toucher? Donc il y a eu forcément un moment où dans cette question de j'ai envie de devenir praticien thérapeute, oui, mais quoi? Et donc, repensez à ce moment du quoi et à ce moment du pourquoi cette pratique-là. Qu'est-ce qui vous a parlé et au moment où vous avez choisi votre formation, parce que c'est toute la base et la fondation de le travail de votre identité professionnelle que vous allez construire ensuite. Par exemple, si vous avez choisi cette formation et pas celle-ci, c'est peut-être parce que vous étiez en phase avec l'état d'esprit et les valeurs, ou parce que vous étiez en phase avec la vision du métier, parce que pour vous c'était rassurant, parce que c'était hyper carré, très exigeant, peut-être un peu trop, mais au moins vous étiez ok avec ça. Peut-être que vous avez choisi cette formation parce que c'était beaucoup de pratique et d'expérimentation, et du coup ça vous a rassuré. Voilà, repensez à ça, à ce cheminement-là. Et cette étape-là, elle est nécessaire aussi pour noter tous les arguments en faveur du choix de votre formation. Donc, je vous invite aussi à écrire sur ce cahier ou cette feuille de phénodescription ces mots-clés-là. Et donc, une fois que vous avez décidé votre formation, vous êtes rentré en formation. Pour ceux qui sont rentrés en formation, parce que je sais que derrière cet écran, il y en a qui ne sont pas encore rentrés en formation. Mais en tout cas, pour ceux qui sont rentrés, là aussi, revisualisez les moments où on vous a donné l'occasion d'animer peut-être un petit bout de technique. Voilà, vous êtes lancé pour la première fois. Comment était votre corps à ce moment-là? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que ça battait à la chamade? Est-ce que vous aviez confiance? Vous étiez hyper ok, hyper serein, ce que vous aviez préparé? Ou alors, voilà, tout simplement, vous aviez confiance? Est-ce que vous étiez en stress parce que vous aviez envie de faire quelque chose de parfait? Enfin, peu importe. En tout cas, reconnectez-vous à ce moment-là en se disant, je me souviens la première fois que j'ai animé, soit devant mon groupe, devant mon formateur. Voilà, la première fois que j'ai réalisé une anamnèse avec un vrai client, même si c'était dans le cadre de mon stage, dans le cadre de ma formation, et que c'était pas rémunéré, mais en tout cas, la première fois. Et les autres fois. Et comment j'ai évolué dans cette posture, comment j'ai compris des essais, des erreurs, des changements de curseur. Tout ça, c'est nécessaire pour comprendre le chemin parcouru. Et notez aussi, là aussi, sur votre feuille, sur votre cahier, tout ce qui s'est passé. Quelles ont été les différentes étapes, les différentes évolutions vers votre éclosion, finalement, vers votre ancrage de professionnel, vers votre maîtrise de vous, vers votre confiance et, in fine, vers votre légitimité. Ok ? Donc ça, c'est mon premier conseil. Je vous invite à reparcourir tout ça et à vous reconnecter à ces moments clés. Le deuxième conseil que je peux vous apporter par rapport à cette question de la légitimité, toujours, c'est la pratique. Vous avez tous fait des choix qui sont les vôtres pour choisir une formation.
Peut-être que vous avez choisi une formation où il y a beaucoup de pratiques, et tant mieux. Parce que c'est comme ça que vous allez gagner en expérience. Peut-être que vous n'aviez pas les moyens pour faire une formation plus longue durée pour différentes raisons. Mais dans tous les cas, peu importe, l'idée là, c'est absolument pas de vous culpabiliser, mais au contraire, de vous faire passer un message très important, c'est que c'est la pratique qui compte. C'est la pratique qui va faire que vous allez gagner en expérience, que vous allez gagner en maîtrise et que vous allez gagner en confiance. Donc, pratiquez, pratiquez, pratiquez tout le temps. Pendant votre formation, selon l'organisation de la formation, et même après votre formation, si à un moment, vous n'avez pas suivi une formation, il y a beaucoup de pratiques, et vous avez envie de vous installer, là, vous pouvez avoir une période où vous allez accompagner gratuitement des personnes pour que justement vous gagnez en expérience et en maîtrise de soi et en confiance en soi, ok? Parce que forcément, quand vous allez passer par des contextes et vous allez avoir une pluralité de contextes, vous allez maîtriser les choses et vous aurez plus peur de passer à l'action et d'accueillir la nouveauté. Donc, deuxième conseil, la pratique, la pratique. Le troisième conseil, c'est la formation, c'est-à-dire vous allez pouvoir peut-être commencer un cursus généraliste, peu importe après votre métier, que vous soyez finalement hypnothérapeute, masseur, psychothérapeute, sophrologue, etc. Mais vous allez peut-être à un moment avoir envie de vous spécialiser sur une thématique particulière, sur un public particulier, sur une technique complémentaire. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être intéressant pour un psychologue ou pour un hypnothérapeute de se former en complément à pour aborder tout l'aspect traumatique, thérapie brève, en complément pour obtenir des résultats différents et pour répondre à plus de besoins. Ok, si vous êtes sophrologue, si vous avez envie d'accompagner un public particulier qui vous touche, une thématique particulière, par exemple la souffrance au travail, et d'accompagner les gens sur la gestion émotionnelle dans le lien avec les collaborateurs et les managers, la prise de parole en public, la gestion de son écologie intérieure avec la gestion de son sommeil, de ses émotions, etc., etc. C'est intéressant de pouvoir se spécialiser et d'apporter cette autre corde à son arc, comme on dit. Et toutes ces formations, ces spécialisations vont aussi... alors évidemment, je fais une parenthèse, mais il faut que ça soit quelque chose qui vous parle. On ne se forme pas pour se former. On évite la boulimie, mais simplement la cohérence par rapport à un objectif, in fine, de vouloir accompagner un public en particulier au regard de ce qui nous anime et de ce que l'on veut pour l'autre. Ok, et donc pensez à bien ancrer chaque formation et de pratiquer à chaque spécialisation, thématique, formation. Ok, donc ça c'est notre troisième conseil, la formation, la spécialisation, mais ce n'est pas une obligation. Le quatrième conseil, c'est finalement, mais c'est comme dans la vie, c'est de continuer à finalement à travailler sur soi tout le temps, travailler la connaissance de soi, et ça passe par peut-être se faire accompagner soi-même par un praticien de la même pratique ou par des pratiques complémentaires dans une approche holistique du bien-être et de la santé globale. Mais ça peut être aussi se faire superviser. Ça, c'est mon grand conseil. Et ne pensez pas que ce n'est pas accessible financièrement. Tout peut s'envisager. Alors, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez faire appel à quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Vous dites, tiens, ce thérapeute-là, vraiment, j'aimerais bien me faire superviser par lui. Eh bien, ça va vous apporter un recul, ça va vous faire travailler votre posture professionnelle. Mais vous pouvez aussi mettre en place... comme un mécénat de compétences, une collaboration avec des anciens élèves et à votre tour, vous parrainez des nouveaux élèves et vous les supervisez. L'idée là, c'est de ne pas vous mettre vous en difficulté, de ne pas mettre l'autre en difficulté et d'œuvrer finalement à la bonne pratique. En l'occurrence, je vais parler pour ma paroisse, la bonne pratique de la sophrologie, la bonne pratique de la réflexologie, de l'hypnothérapie, de la naturopathie. L'idée, là, c'est finalement pour respecter le métier qu'on a choisi, eh bien, de développer cette posture professionnelle.
Ok. Alors là, on a parlé de la légitimité. Ce qui va être intéressant, une fois qu'on a parlé de la légitimité, et n'oubliez pas votre cahier ou votre phéno description qui est à conserver. Hein, les traces, les mots-clés, les parcours, les étapes vont être moteurs dans finalement vos prochaines actions et vont être un socle pour définir votre façon de parler de vous. Ok. Donc ensuite, la deuxième étape, finalement, le deuxième sujet après la légitimité, c'est la question de l'identité, c'est-à-dire qui suis-je en fait en tant que professionnel aujourd'hui, quelles sont mes valeurs. Alors, je sais que vous en avez un petit peu parlé dans le workshop précédent, mais j'identifie mes valeurs, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi en tant que personne à titre personnel, mais aussi, c'est un fil doré tout ça, à titre professionnel, quelles sont mes forces de caractère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une force de caractère, c'est vraiment quelque chose que je fais avec facilité, avec aisance, où mon langage corporel change encore. Et c'est quelque chose que je fais avec performance, avec joie, avec plaisir, avec énergie. Donc, identifiez tout ça. Identifiez votre différence par rapport aux autres qui se sont formés comme vous. Identifiez votre différence par rapport aux autres qui sont formés dans d'autres écoles, par rapport à ceux qui sont déjà installés. Et pensez, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est j'essaie de penser à la réputation idéale. Qu'est-ce que j'aimerais? Alors, en effet, on peut aussi remettre tout ça en cause en se disant, on est un peu dans l'exigence des commentaires et des 4 ou 5 étoiles idéales pour des sites ou des Google My Business, ou, etc. Mais ceci dit, comment je voudrais qu'on parle de moi, en fait? Et comment je voudrais pas qu'on parle de moi? Tout ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de choisir les mots qui peuvent vous présenter. Et ça, notez-les aussi. Parce que ces mots, c'est la construction d'une sémantique, d'un champ lexical qui va finalement être dense, plus ou moins, mais qui va être le vôtre et qui sera absolument pas celui du voisin. Exemple, je suis sophrologue, ok, l'autre est sophrologue. En revanche, si vous avez envie d'accompagner la phobie scolaire, d'accompagner la périnatalité et que vous êtes quelqu'un de créatif et vous allez plutôt utiliser des techniques avec des protocoles, ok, mais vous allez mettre votre créativité au service de ces protocoles, ben ça fait de vous un professionnel qui n'est pas exactement le même qu'un autre, qui a envie plutôt d'œuvrer pour accompagner les personnes à la suite d'une maladie, burn-out ou accident ou maladie. Voilà, on est dans des positionnements, ceci dit, très distincts. Donc tous ces mots vont vous construire en fait votre identité professionnelle. Donc là, on est dans l'identité. Ensuite, un troisième socle qui est intéressant et qui est souvent peu connu et oublié ou qu'on fait peut-être inconsciemment mais qu'on ne structure pas. Et c'est essentiel parce que ça va vous gonfler aussi et ça va être très vertueux, c'est votre écosystème. Alors, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle quand je parle d'écosystème, mais l'idée là, c'est d'imaginer, alors plus qu'imaginer, c'est d'écrire, de dessiner tout votre réseau sur lequel vous allez pouvoir compter, surfer, rebondir pour vous faire connaître, qu'on parle de vous, peut-être présenter votre activité, prescrire. Donc, je vais vous confier un slide qui illustre ça. Ups. Voilà. Et donc, ce slide, c'est celui-ci. Donc, c'est assez concret. Donc, vous êtes au milieu et vous avez plusieurs bulles. Et une première bulle, c'est OK, quels vont être mes prescripteurs directs paramédical, médical? Est-ce que c'est les médecins, les kinés, les psys, etc.? Est-ce que autour de moi, dans ma localité ou par rapport à mon environnement, il y a des gens sur qui je peux compter ou des gens que j'ai envie d'aller voir? Donc, je les note précisément. De même, les réseaux. Quels sont les réseaux qui s'offrent à moi, autour de moi? Alors,
Est-ce que, par exemple, Femmes de Bretagne, qui est un réseau intéressant, est-ce que ça m'intéresse? Mais ça peut être des réseaux différents, hein, évidemment. Là, c'est un exemple. Les associations, est-ce que, par exemple, si j'ai envie d'accompagner des personnes à la suite d'une maladie, est-ce qu'il y a des associations autour de cette thématique, autour de ce public, auprès desquelles je peux intervenir? Les collectivités publiques, les écoles, les universités, est-ce qu'il y a des centres de formation dans lesquels demain je me vois intervenir, mais aussi au-delà de ça, est-ce qu'il y a des centres de formation, des écoles où je pourrais intervenir à titre de transmission pour accompagner des groupes, des individus pour faire en sorte qu'ils se sentent mieux? Est-ce que, on parlait d'écoles et de centres de formation, est-ce que le milieu du sport, par exemple, c'est quelque chose qui me parle? Nous avons des élèves chez Vivre qui ont un projet, c'est finalement d'accompagner les sportifs. Et donc, dans toute la gestion du stress, dans la récupération, et ben, c'est des personnes qui vont plutôt se rapprocher de cet écosystème-là, l'écosystème du sport. Et donc, c'est un travail intéressant aussi à ce titre-là. Les entreprises privées, en fonction des valeurs, est-ce que vous avez autour de vous des entreprises qui développent la qualité de vie au travail, mais de manière vraie, qui ont vraiment envie d'accompagner leurs collaborateurs pour qu'ils se sentent bien dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des centres de bien-être, par exemple, où ils peuvent accueillir des pratiques comme les vôtres et apporter ça en pluralité, en complémentarité des pratiques qu'ils proposent déjà? Et les concurrents, c'est très important. Vos concurrents sont vos amis. C'est important de se dire que vous avez besoin de la concurrence, en fait. Vous avez besoin d'elle pour vous faire connaître. Vous avez besoin d'elle pour, pourquoi pas demain, envisager des collaborations, parce que c'est aussi connaître ses limites en tant que praticien-thérapeute. Ok. Là, c'est la limite de ma pratique. J'ai pas assez d'expérience sur ce type de cas. Par contre, je sais que cette personne, qui est aussi praticien comme moi, mais qui est spécialisée dans ce domaine, va mieux prendre en charge ce patient ou ce client. Donc, ok, je transmets. Ou une pratique complémentaire, parce que là, en effet, on a affaire à quelque chose de traumatique. Et là, la sophrologie a ses limites, donc je transmets. Ok. Donc la concurrence, elle peut être très vertueuse. Vous pouvez aussi rentrer en contact avec eux, expliquer votre méthode et partager. Et quitte à demain vous superviser mutuellement. Voilà. Et souvent, on a peur de la concurrence, mais c'est quelque chose de très très bénéfique. Donc voilà pour l'aspect écosystème. Ensuite, par rapport à l'écosystème, donc je parlais de la concurrence. Il va être structurant, stratégique, d'analyser vos concurrents, les noms, les localités, les méthodes, les tarifs, la renommée, la présence digitale. Est-ce que cette personne, elle est sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle a un site internet? Est-ce qu'elle est chez les prescripteurs? Est-ce qu'elle a un cabinet pluridisciplinaire? Est-ce qu'elle fait des événements? Etc., etc. Et là, pareil, vous écrivez, vous dessinez votre tableau un peu concurrentiel, ce qui vous parle. Tiens, ça me parle, ça me parle pas. L'idée n'est pas de juger, l'idée est peut-être de se positionner sur quelque chose qui n'existe pas pour vous différencier. Ok. Une fois que vous avez réalisé ce tableau concurrentiel, ce qui est important, c'est de travailler sur ce que je veux offrir. C'est quoi la structure de mon offre, mon arbre à produits, mon arbre à services? Donc là aussi, je vais vous partager un document rapidement. L'idée, c'est pas d'aller dans le détail, mais en tout cas de vous montrer comment on structure cette idée-là, cette réflexion. Là, vous voyez, par exemple, alors pas encore, oui, là, vous voyez que j'ai structuré ça, par exemple, pour un sophrologue hypnothérapeute, en 3 séquences, les séances, les produits et les ressources. En séance, est-ce que je fais des séances individuelles? À quel prix? Est-ce que je propose des packs? Est-ce que je fais des séances collectives? Est-ce que je propose autre chose? Par exemple, des sorties, des stages, des bains de forêt? Ok, ça c'est dans la partie séance. Les produits, est-ce que j'ai envie de réaliser des audios génériques que je vais offrir ou que je vais vendre? Est-ce que j'ai envie de réaliser des audios personnalisés à chaque enfant que je vais avoir en consultation? Est-ce que j'ai envie de construire un jeu de cartes autour des émotions, par exemple? Ça, c'est un exemple. Et je mets quoi en face? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Combien ça coûte? Combien je le propose?
Est-ce que j'ai envie de proposer des ressources complémentaires comme des podcasts, des livres, des vidéos à la fin de chaque séance? Donc là aussi, ça va être intéressant de structurer vos idées, vos envies pour se dire, bon, c'est pas que stricto sensu une séance, en fait, votre métier vit bien au-delà de tout ça, en fait. Cette offre, elle va être déterminante parce que c'est aussi la manière dont vous allez pouvoir en parler demain. OK? Un autre élément qui est important, c'est la notion de canal de contact, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de dire et où j'ai envie de le dire, et comment j'ai envie de le dire. Mais déjà, pour que ce soit aligné à qui vous êtes, l'idée c'est de comprendre ce qui vous met à l'aise et ce qui ne vous met pas du tout à l'aise, ce qui vous parle ou ce qui vous parle pas. Ça sert à rien de faire du Instagram si c'est pas votre truc. Si vous n'avez pas envie de montrer votre photo, de parler de vous, tout ça. Si ça vous parle pas en termes de maîtrise aussi, de technique du réseau. Ça sert à rien d'aller auprès d'assauts, comme je recite l'exemple Femmes de Bretagne, mais ça pourrait être plein d'autres, c'est celui qui me vient à l'esprit. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de règle. La meilleure règle, c'est la vôtre. OK? Donc, je vais vous partager un autre écran. Donc, là, vous avez par exemple sur ce slide-là une série d'icônes qui correspondent à des différents canaux de contact. C'est pas exhaustif, mais l'idée c'est d'essayer de se positionner, se dire ok, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me parle pas, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime, là où je suis prêt à investir. Et à partir de là, on peut commencer à s'organiser, à budgéter et à se projeter, à voir si on peut déléguer tel ou tel aspect. Du coup, je vais terminer. Hop. Voilà. Donc en effet, toute cette introspection, finalement, c'est un travail en continuité avec le travail personnel que vous avez réalisé. Donc, on est passé du travail sur le soi personnel au travail sur le soi professionnel, sur votre identité professionnelle. Et toutes ces étapes-là vont être constitutives des actions que vous allez définir et du discours que vous allez définir pour demain pouvoir être en phase et faire en sorte que ça parle complètement. L'authenticité est la meilleure des règles à suivre. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute et j'espère avoir au moins éclairé certaines personnes.